Je suis accompagné ce matin de deux professionnels du Bureau de la formation des adultes. On a Sophie Lapierre, qui est CP francisation, et on a également Véronique Ross, psychoéducatrice au bureau. Donc, Sophie est présente essentiellement pour parler du programme français de transition. Donc, elle le représente. C'est un programme local qui a été révisé dans les dernières années. Ceci étant dit, je tiens quand même à souligner que le programme qui va vous être présenté, c'est un programme sur lequel il y a eu la collaboration de plusieurs personnes. Je ne voudrais pas passer sous silence l'implication de ces personnes parce que ça a été vraiment un travail très demandant qui a duré plusieurs années et on a eu des gens qui se sont investis comme contractuels pendant plusieurs années sur le projet. Donc, Sophie représente une belle équipe, mais je vais mentionner Ariane Germain qui a travaillé comme chef de validation du matériel didactique. Je vais mentionner également Caroline Bergeron, qui a été chef de l'équipe de rédaction tout au long du projet, et les multiples collaborateurs qui ont travaillé sur le dossier. Pour ce qui est de Véronique Ross, elle va davantage présenter la plateforme de suivi des élèves. Le programme français de transition traite essentiellement des élèves de 16 à 20, 21 ans qui vont faire éventuellement un passage vers la FBD en FGA. Mais notre plateforme de suivi des élèves, elle concerne vraiment tous les élèves de FP, FGA, peu importe leur âge. Et Véronique Ross a travaillé aussi avec une équipe très diversifiée sur le projet. Je souligne également la part du STI, du CSSDM pour créer la plateforme. Prochaine diapositive, s'il vous plaît, Véronique. Merci. Donc, on va simplement vous donner les objectifs de l'atelier. Donc, on souhaite faire connaître le programme français de transition du CSSDM, qui, comme Marlène l'a mentionné plus tôt, est un programme local destiné aux élèves de 16 à 20 ans en consolidation de l'apprentissage de la langue française. On souhaite aussi faire connaître notre plateforme de suivi des élèves adultes qui s'appelle InfoParcours, et qui permet de soutenir les étapes du processus d'accueil, d'accompagnement et de suivi des élèves dans leur parcours scolaire en FGA et en formation professionnelle. Pour ce qui est du déroulement, tout simplement, avec une présentation française de transition animée principalement par Sophie Lapierre, suite à laquelle il y aura une période de questions de 15 minutes. On va ensuite passer au processus d'accueil, d'accompagnement, de suivi des élèves et la plateforme InfoParcours, une autre présentation d'environ 30 minutes, laquelle sera suivie d'une période de questions de 15 minutes. Et par la suite, il y aura une courte conclusion. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Sophie Lapierre qui va vous présenter l'information quant au programme de français de transition de la langue seconde vers la langue d'enseignement, programme local du CSSDM. Merci, Francis. Bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation, cette courte présentation sur le programme français de transition. Nous avons eu l'occasion de le présenter à quelques reprises depuis les 2 dernières années, quand il était en plein travail de bonification et de création de la plateforme de matériel didactique. Donc, on ne pourrait pas dire que le français de transition ne peut pas être mieux nommé parce qu'il offre justement un parcours transitoire entre les connaissances de la langue comme langue seconde, mais vers la langue d'enseignement. Donc, c'est ce passage-là qui était le plus difficile ou qui est le plus difficile pour nos élèves qui viennent très généralement des classes d'accueil du secondaire ou d'autres lieux. Donc, on va passer à la diapo suivante. Merci, Véronique. Donc, ça répondait à un besoin qui était criant et on a dû créer ce programme et l'ajuster au fil des ans. Il date de 2006, le programme français de transition. C'est un programme qui a été créé justement parce qu'il y avait une brèche
on avait beaucoup d'élèves qui nous venaient de l'accueil, qui venaient s'inscrire en FGA et malheureusement, leurs compétences en français n'étaient pas suffisantes pour intégrer la FBC ou la FBD. Donc, dès ce moment-là, on a créé une offre de service qui s'est appelée Français de transition et qui visait spécifiquement à faire des apprentissages de français, langue d'enseignement et de langue seconde avec une didactique de langue seconde. De 2007 à 2020, c'était une longue période d'actualisation constante en fonction de la population scolaire. La population s'est beaucoup diversifiée au fil des ans, ce qui fait que dès 2020, on a cru bon de revoir complètement le programme et on a décidé de se concentrer sur la population scolaire que nous avions. Au fil des ans, on avait une population scolaire qui montrait des caractéristiques de grands retards scolaires ou d'alphabétisation. Donc, on a tenu compte de tout ça. Mais pour bien faire cette bonification de programme, d'abord et avant tout, on avait besoin, pour éviter d'être dans l'entre-soi et de se regarder toujours faire les mêmes choses, on a demandé l'aide de Annie Desnoyers de l'Université de Montréal, qui est linguiste à l'Université de Montréal, pour analyser le programme avant qu'on s'y attaque, pour essayer de nous d'informer, voir des choses que nous ne verrions peut-être pas concernant les forces de ce programme-là et aussi les améliorations qu'on devait y apporter. Évidemment, on y est arrivé avec 8 recommandations. On en a conservé 5 et ça a donné lieu à une bonification qui s'est faite sur une période de 5 ans et beaucoup de matériel didactique a été créé à cet effet. Donc, voici maintenant, on va parler de ceux qui nous intéressent le plus dans cette histoire. On parle de programme, mais on parle de nos élèves aussi. Donc, le portrait de nos élèves, eh bien, vous allez les reconnaître. Vous en avez de semblables dans vos centres de services scolaires. Donc, les caractéristiques principales de nos élèves, ce sont des élèves qui sont allophones, donc, qui ont des difficultés de maîtrise de la langue française. Ils ont entre 16 et 20 ans. Parfois 21, ça va arriver qu'on ait jusqu'à 21 ans. Ils ont des statuts qui sont variés, ils sont citoyens, résidents permanents, etc. Donc, on doit ajuster aussi les autres cours auxquels ils peuvent s'inscrire, évidemment, en fonction de leur statut. On a des élèves aussi qui sont scolarisés, mais qui ont un parcours scolaire qui est parfois amorcé au Québec ou ailleurs. Donc, toute cette transition-là, ben, ça fait des portraits très variés, justement, dont on doit tenir compte. Une scolarisation dans un autre pays ne veut pas dire forcément une facilité d'intégrer une scolarisation au Québec. Donc, ça vaut la peine de s'y attarder pour avoir une didactique conséquente. Ils ont souvent, malheureusement, un parcours scolaire qui a été interrompu dans leur pays d'origine, donc ce qui explique le retard scolaire, le grand retard scolaire possible. Donc, avoir développé peu de stratégies d'apprentissage ou encore métacognitive. La connaissance du français est à développer. On a un nombre très varié de langues d'origine dans nos classes. Nos élèves maîtrisent diverses langues et ont aussi montrent une différence aussi entre des habiletés liées à la compréhension orale, production orale et vers l'écrit. Autre élément qui est beaucoup sorti, dont on doit s'occuper beaucoup, c'est que nos élèves méritent qu'on les soutienne pour comprendre les référents culturels du Québec aussi. C'était d'ailleurs une remarque que beaucoup d'enseignants de la FBC, de la FBD faisaient lorsqu'ils accueillaient ces élèves dans leur classe en disant on travaille des textes avec eux, des thèmes avec eux, mais ils semblent avoir de la difficulté à comprendre ce dont il est question, pas que seulement en raison de la langue, mais en raison de certaines habitudes culturelles qui n'appartiennent pas à leur pays d'origine. On a d'autres caractéristiques possibles aussi. Vous savez, nos élèves ont des défis aussi de nature personnelle et de travail. Donc, on tablait aussi la réussite de ces élèves-là sur le fait qu'on pouvait réunir un nombre d'élèves qui avaient le même groupe d'âge, qui avaient un parcours passé assez similaire. Il y avait aussi des objectifs communs d'apprentissage, mais aussi des défis communs. Donc, toute cette communauté-là crée un effort
disons, une situation, un environnement qui est davantage motivant pour un jeune adulte que de se retrouver, par exemple, avec un groupe de personnes de 30, 40 ans pour apprendre le français. Donc, le parcours d'apprentissage qu'on leur propose dans la bonification de ce programme, c'est évidemment un apprentissage du français oral et écrit. Une des recommandations que nous avons eues, c'est de créer 2 parcours distincts. Je vous dirais que notre bassin de population scolaire actuellement ne nous permet pas de séparer toujours ces 2 parcours. Souvent, un enseignant de français de transition va enseigner l'oral et l'écrit à l'ensemble de ses élèves, mais il y a une possibilité d'offrir un parcours uniquement à l'oral ou uniquement à l'écrit, tout dépendant du profil de compétences langagières que présentent les élèves que nous devons inscrire. Il y a une importance, comme je le disais, accordée aux référents culturels qui est bien présente. Donc, ce sont des thématiques qui sont bien présentes. On souhaite, au terme des 4 niveaux de français de transition, que l'élève soit en mesure d'intégrer la 3e secondaire, soit la FBD, de façon harmonieuse. Donc, tout ce qu'on souhaite, c'est de s'assurer qu'au préalable, dans les 4 niveaux de français de transition, il ait pu aborder des savoirs et des thèmes qui sont propres à la FBC. Parcours flexible, oral et écrit, nous en avons parlé. Donc, ça répond à un besoin. On a une population scolaire parfois qui maîtrise un oral conséquent. On pense, ça c'est l'effet qu'ils n'auront pas de difficulté si on les inscrit à la FGA, en FBC ou en FBD, mais non, l'oral est peut-être présent, mais l'écrit peut être difficile. On doit faire attention à ça. Donc, le programme français de transition, c'est vraiment un parcours hybride. C'est un parcours hybride, compétences langagières propres à la francisation et à la FBC, avec une didactique de français langue seconde. Donc, ce sont des enseignants de français langue seconde qui enseignent le programme français de transition. Et je tiens à préciser que l'oral occupe une aussi grande place que l'écrit, alors que les parcours habituels de la FBC, FBD, on est dans l'enseignement du français langue d'enseignement, qu'on appelait à l'époque maternelle. Donc, il y a moins recours à l'oral. Donc, il y a une place à l'oral qui doit être faite abondamment dans ce parcours. Et j'aimerais souligner aussi le traitement du vocabulaire, le traitement lexical soutenu par l'apprentissage du vocabulaire. On a mis énormément l'accent là-dessus. On souhaite qu'ils se diplôment, qu'ils aient un DES, qu'ils puissent poursuivre, bien sûr, soit en formation professionnelle, soit au cégep. Les rêves sont possibles et on en a eu depuis toutes ces années plusieurs exemples de nos élèves qui ont réussi leur diplôme d'études secondaires et bien au-delà. Donc, voilà pour la population scolaire. Je ne l'ai pas indiqué dans le PowerPoint, mais je tiens quand même à préciser si cette question-là vous vient à l'esprit. Oui, mais ça ressemble quoi à l'organisation scolaire? Juste une minute avant que je n'aborde le programme par la suite. Tu peux le présenter, Véronique, il n'y a pas de problème. Les élèves reçoivent 20 heures par semaine de français, en français de transition. C'est le matin. Donc, ils ont des cours de français le matin. L'après-midi, ils ont, si le statut le permet, souvent des cours de mathématiques. Et s'ils n'ont pas ce statut, on va aller vers de la conversation et on inclut, si on peut le faire, de la conversation axée aussi sur le vocabulaire, le traitement lexical des disciplines qui sont abordées en FBC, sans pour autant que ça devienne un cours de la FBC, mais bien de conversation et de langue seconde. Donc, je tenais à préciser cet aspect. Alors, pour ce qui est du programme, le programme d'études français de transition comporte 7 modules. Donc, les 7 modules, ce sont les mêmes depuis 2006. Les thèmes, j'entends, c'est les mêmes depuis 2006. On les a revisités et on sait que nous sommes très en lien avec les contenus de la FBC. Donc, le premier pont de transition se situe dans les thèmes de ces modules. Donc, on a 7 modules, Jeunes d'ici d'ailleurs, Système scolaire, Canada au Québec, La route du Québec, L'eau, la faune, la flore, Vers l'emploi et le 5, Montréal, ville ouverte. J'aimerais que vous ne nous taxiez pas de montréalocentrisme,
parce qu'il y a tout à fait une possibilité d'aller adapter, corriger, préciser des éléments qui sont propres aux régions où le programme peut être implanté. Je nomme par exemple le CSS des Phares qui, à Rimouski, ont implanté le programme. Donc, il y a tout un aspect à développer pour faire rayonner, disons, la région dans laquelle le programme peut s'implanter. Donc, ça, il s'agit de ces 7 parcours. Et les parcours, on a par la suite les orientations pédagogiques qui ont inspiré le matériel aussi. Alors, c'est la transition entre le programme et le matériel. On est toujours dans une approche par compétences. On a des compétences langagières. On a quand même aussi une réflexion sur les savoirs. Donc, on est en démarche d'enseignement explicite. Alors, c'est une démarche explicite inductive qui est mise de l'avant dans le matériel qu'on a développé aussi. Une vraie réflexion, un vrai questionnement. On a l'apprentissage en spirale aussi qui est proposé dans le matériel qui accompagne le programme d'études. Et on a une spécificité dont on est très fiers, c'est qu'on nous offre un parcours d'oral à l'oral. Ce que nous voulons dire par ce parcours d'oral à l'oral, c'est qu'on a développé des outils, notamment des audios, des textes audio, des questionnaires audio qui permet aussi aux élèves, non pas d'être toujours sur du support à lire, pour pouvoir explorer les connaissances à l'oral. Donc ça, on est content de cette réalité-là. Ça paraît dans le matériel qu'on va vous présenter sous peu aussi. Et il y a parcours écrit, évidemment, que lui, on connaît davantage, accent mis sur l'enrichissement du vocabulaire. Il y a tout un pan du matériel qui ne traite que de cet enrichissement de vocabulaire, qui était une lacune qui était relevée abondamment chez les profs de la FBC en français. D'accord? Donc, le programme et les documents d'accompagnement, nous allons aujourd'hui, ici même, prendre les minutes qui nous restent pour cette présentation pour vous présenter les documents. Donc, le programme d'études, on va aller le voir sur notre site de francisation FGA au CSSDM. Nous avons un onglet francisation et plusieurs sous-onglets, dont l'onglet programme, où on retrouve justement les différents programmes de francisation. Ça commence bien sûr par le programme d'études francisation du ministère de l'Éducation, qui est suivi du programme guide francisation alpha, auquel on a recours ponctuellement aussi pour nos élèves de français de transition. Et on a à la toute fin de ce document, de cette page, le programme de français de transition. Et grâce au soutien de Véronique, nous allons maintenant examiner les différents documents, parce que ce n'est pas en 30 minutes que j'aurai la prétention de vous présenter le programme au complet. Il y a eu trop de travail pour que quelques minutes puissent rendre justice à tout ce travail-là. Donc, quand même, les documents sont disponibles pour consultation, pour téléchargement. Vous pouvez vous en inspirer. Vous pouvez les prendre tels quels si vous voulez justement implanter le programme français de transition dans vos milieux. On va remonter un petit peu en haut de la page. Merci Véronique. Et on va regarder les éléments qui nous intéressent plus particulièrement ici. Donc, dans la case verte, le beau vert pâle, nous avons le programme d'études. Étant donné que nous avons un parcours à l'oral et à l'écrit et que nous avons 4 niveaux, nous avons cru bon de créer 8 documents. Donc, si on en ouvre un, par exemple, et qu'on voit comment ce document est organisé, toutes les informations au regard de l'histoire de ce programme, les différentes parties qui ont été qui ont été améliorées. Vous avez bien sûr une table des matières qui est hyper liée, qui va vous permettre d'aller dans les différentes parties du programme. Il y a le contenu des modules. Il y a les savoirs linguistiques aussi qui sont à même ce programme d'études et ils sont répartis de façon tout à fait habituelle selon les programmes que nous avons et à la FBC et en francisation. D'accord. Donc, je vous dirais que si on va dans ce programme d'études, on va à la page 11, par exemple, si on retourne ici, on peut aller à la page 11 pour voir, merci Véronique,
une chance que tu es là dans ma vie. Donc, on a différents aspects ici, les intentions de communication, les compétences langagières. On parle des séries. C'est ainsi que nous avons nommé notre matériel et tous les savoirs linguistiques qui sont déclinés par la suite. À une question qui pourrait nous être posée, oui, mais chez nous, on a quelques élèves. On n'a pas autant d'élèves qu'à Montréal. On en aurait moins. Et comment peut-on organiser un multiniveau? Mais votre multiniveau, votre pôle, ce sont les modules qui vont vous servir de pôle central. Donc, les thèmes se répètent d'un niveau à l'autre. Donc, vous pourrez consulter ces documents et vous pourrez voir que tous les éléments à enseigner s'y trouvent. D'accord. Donc, on peut sortir de ce document, Véronique. Merci beaucoup. Et nous allons voir un peu plus bas ce qui se trouve. Alors, vous me dites, on a un programme, on a des contenus, on a du matériel pour pouvoir l'enseigner. D'autres matériels peuvent être utilisés pour l'enseigner. Maintenant, les évaluations, qu'en est-il? On peut voir avec les attentes de fin de cours un peu plus haut, Véronique. Dans les attentes de fin de cours, on va ouvrir ce document. C'est un document qui précise ce qui est attendu en compréhension orale, en production orale, en compréhension écrite, en production écrite pour les 4 niveaux. Si bien que vous allez nous dire, avez-vous produit des épreuves? Bien, justement, il nous manque toujours du temps pour tout faire. Donc, c'est un travail qui est en cours de développement. Par contre, il est tout à fait possible d'avoir vos propres outils d'évaluation à construire et le document attente de fin de cours va vous permettre, si on descend plus bas pour voir, par exemple, un paragraphe descriptif, tous les éléments qui sont à maîtriser pour chacune des compétences sont bien décrits. Et c'est très facile de voir à la lecture des attentes de fin de cours quel type d'épreuve pourrait être construite de façon locale pour pouvoir évaluer et sanctionner la maîtrise des savoirs par nos élèves. Donc, ce document est constitué de semblables manières pour les 4 compétences et pour les 4 niveaux. Je voulais le préciser ici parce que la question de l'évaluation vient toujours plus vite, je dirais, que l'enseignement. Donc, voilà. Maintenant, les contenus des modules, on a voulu les extraire du programme d'études. Donc, quand on va un peu plus bas que les attentes de fin de cours, on a les modules à l'oral et les modules à l'écrit. Et je dirais que ce document, qui est un extracto du programme, bien, c'est un document qui est très important pour quiconque a un multiniveau à agir. Parce que c'est dans les modules que vous allez trouver votre pôle central auquel vous allez ensuite faire les adaptations selon les niveaux de vos élèves. Donc, c'est important de connaître les modules et voir aussi la progression qu'il y a à l'intérieur d'eux, du niveau 1 au 2, du 2 au 3, du 3 au 4. Donc, c'est une forme de progression thématique aussi, où la progression des savoirs augmente au fur et à mesure également. Donc, c'est important de savoir qu'on peut se compter aussi sur les mêmes thèmes pour pouvoir réunir des élèves de niveaux différents autour d'un même sujet, mais en maîtrise de savoir de niveaux différents, où les élèves plus forts sont souvent en soutien aux élèves les plus faibles. Donc, voilà, très rapidement. Merci, Véronique, de nous avoir montré le document attente de fin de cours. On ne peut pas parler on ne peut pas parler du programme sans parler de la progression des apprentissages. Donc, la progression des apprentissages, évidemment, j'aimerais qu'on retourne à la plateforme, si tu veux bien, Véronique. Aucun problème. Merci. On va descendre les documents jusqu'à la fin, juste pour que les personnes puissent savoir de quoi il est question. Donc, un peu plus haut, on a la progression des apprentissages. Ce document-là, encore, pas besoin de l'ouvrir. Si tu veux l'ouvrir, tu peux, Véronique, aucun problème. Mais on a 3 documents de progression des savoirs. On a un document de progression des savoirs à l'oral et à l'écrit. Donc, c'est très organisé. Ça ressemble énormément au document de progression des savoirs pour la francisation. Et nous avons aussi la progression des savoirs strictement à l'oral. Il s'agit de savoirs que nos élèves doivent maîtriser la plupart du temps en compréhension orale. Et ça comprend bien sûr des savoirs de l'oral
de français québécois où ces élèves doivent être, disons, exposés pour pouvoir comprendre l'environnement dans lequel ils sont. On a ajouté l'arrimage des savoirs aux intentions de communication parce que pour créer le matériel, il a fallu sélectionner des savoirs pour les donner, les arrimer, disons, à des intentions de communication pour que les élèves puissent, les enseignants, pardon, puissent trouver plus facile de prévoir l'enseignement d'une intention de communication dans ce programme. Donc, on a présélectionné des savoirs associés à des intentions de communication. Donc, il n'y a pas ce travail de sélectionner des savoirs soi-même pour enseigner une intention de communication. Tout est déjà prévu des niveaux 1, 2, 3 et 4, à l'oral comme à l'écrit. Et pour terminer, un dernier outil que je souhaite vous présenter, c'est l'outil d'aide à la décision. Tu peux l'ouvrir, s'il vous plaît, Véronique. L'outil d'aide à la décision, c'est un document qui a été créé aussi pour aider les écoles secondaires, les directions adjointes, les conseillers d'orientation, voire même les enseignants de l'accueil ou de français au régulier, pour pouvoir mieux établir le profil, mieux repérer les élèves susceptibles d'être mieux accueillis en français de transition que de rester au secteur jeune. Je tiens à dire aussi, j'en profite pour préciser quelque chose, le programme français de transition, ça n'a pas été créé pour vider les classes d'accueil au secteur jeune, c'est pas ça. L'idée, c'est de mieux accueillir les élèves qui ont cet âge, qui sont en difficulté entre les deux et dont le passage obligé vers la FGA n'est pas harmonieux. On aura toujours la posture, et c'est écrit dans ce document, de dire si l'élève est diplômable aux jeunes, s'il a la possibilité d'obtenir son diplôme aux jeunes, eh bien, on le laisse aux jeunes parce qu'il a une panoplie de services aussi fort intéressants. Donc, si vous descendez dans ce document, comme Véronique va le faire, vous allez voir qu'il y a différents renseignements généraux, des considérations linguistiques et scolaires, quelques mots sur les langues, l'écart par rapport à l'écrit, quelques correspondances aussi avec l'accueil, les besoins des élèves, le parcours familial, etc., etc., etc. Et à la toute fin, vous avez un arbre décisionnel qui a été créé pour vous aider à avoir un point très, très simple de référence. Donc, le voici, l'arbre décisionnel. Ça peut vous aider aussi pour mieux orienter un élève. Donc, ça, ces documents-là s'adressent, je vous dirais que c'est principalement le secteur des jeunes qui les utilisent, mais on a aussi des gens aussi dans d'autres centres FGA qui n'offrent pas le français de transition, qui se rendent bien compte qu'ils devraient diriger l'élève vers Gédéon-Ouimet ou Saint-Paul, deux de nos centres où le français de transition est actuellement implanté. Donc, ça fait le tour pour les documents sur le site FGA Francisation du CSSDM et quelques mots pour finir aussi sur le matériel. Donc, on va poursuivre avec le PowerPoint. Si on poursuit, ben, on a eu l'occasion, justement, lors de la bonification de ce programme, de créer du matériel d'enseignement. Du matériel d'enseignement qui se trouve sur une plateforme qu'on a intitulée l'Escale en français. Merci à Caroline Bergeron pour le nom de ce matériel qui est issu de sa réflexion. L'Escale en français. Donc, le matériel, ben, c'est le reflet des approches, les orientations pédagogiques qu'on avait à la base. On est toujours en approche par compétences, mais on met l'accent beaucoup sur la métacognition et le développement de stratégies de la part des élèves. On n'oublie pas que ce sont des élèves adultes. On souhaite aussi qu'ils réfléchissent, on les accompagne dans ce développement métacognitif. On est toujours dans une démarche explicite inductive et ça se fait par le biais d'observation de corpus. Donc, tout le matériel, toutes les séries comprennent beaucoup de corpus d'observation. On a des allers-retours constants dans les différentes activités, ce qu'on appelle l'apprentissage en spirale. Donc, les séries d'activités, le questionnement pédagogique, il est répété à plusieurs reprises et on fait qu'on est en consolidation des apprentissages de façon constante. La plateforme L'Escale en français, elle fait bien sûr le parcours à l'oral et on a l'oral à l'oral et l'accent est mis toujours sur l'enrichissement du vocabulaire parce qu'il y a
à même les séries et le matériel. On a plusieurs activités de traitement lexical par morphologie et associées à des repères culturels. Donc, c'est important de le faire. On le fait chez les élèves du primaire, du secondaire. Il y a plusieurs sites qui parlent de morphologie lexicale. Donc, on traite aussi le vocabulaire par le biais de traitement lexical qui appelle l'élève à réfléchir sur la morphologie des mots de vocabulaire. Et c'est gagnant pour développer un bassin de mots fort intéressant pour ces élèves. Dernière diapo, je ne vous présente pas la plateforme. On aurait aimé pouvoir vous la présenter un jour, qui sait, peut-être on pourra le faire. Donc, la plateforme, ben, elle comporte justement différentes particularités. Si tu veux, Véronique, je pense qu'il y a une ou deux diapos où les 4 vignettes apparaissent. Voilà. La vignette supérieure, celle qui est dans le coin supérieur gauche, eh bien, ça vous montre justement, c'est l'entrée dans la plateforme. On a les 4 niveaux qui s'y trouvent. Et dans la vignette de droite, en haut à droite, c'est toujours séparé par module. Les 7 modules sont présents. Si je sélectionne, par exemple, au niveau 2, module 2, le système scolaire québécois, ben, je me retrouve dans la vignette en bas à gauche où j'ai un nombre de séries qui est disponible ici pour la présentation. On a fait une saisie d'écran qui date un peu. Donc, il y avait une série qui était disponible à ce moment-là et c'était l'obligation d'étudiants français au Québec, donc à l'oral. Et la dernière vignette, celle qui est en bas à droite, c'est la plus intéressante parce que vous avez finalement les 6 blocs d'apprentissage qui sont proposés dans les séries. Et vous allez voir aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais quand vous allez consulter les documents de programme et de progression et d'arrimage, vous allez voir, les séries sont nommées où est-ce que vous allez trouver les savoirs à enseigner. Donc, il y a une carte d'embarquement. Dans cette carte d'embarquement, on voit les mots de vocabulaire qui vont nous être utiles. On commence déjà à les entendre. Donc, ils sont présentés sous format audio d'abord et avant tout. Donc, on ne se sait pas de l'écrit pour faire de l'oral. C'est l'oral d'abord au service de l'écrit ensuite. Donc, cette carte d'embarquement, c'est pour les mots de vocabulaire. Dans embarquement immédiat, ben, on a un texte audio thématique en respect du module qui met en vedette aussi les savoirs que les élèves doivent maîtriser à ce niveau-là, dans cette intention de communication-là. Nos nouveaux passagers, ben, c'est des nouveaux savoirs qu'on doit apprendre. Ils sont nouveaux dans le cadre de cette série. Donc, c'est les nouveaux savoirs que je dois maîtriser, de grammaire de la phrase, de grammaire du texte, de vocabulaire. D'en prendre de l'altitude, je vais probablement travailler un questionnement pédagogique avec mes élèves pour mieux maîtriser les savoirs en question. Et dans la zone de turbulence, eh bien, il s'agit de questions pour aller plus loin ou encore réfléchir à la réalité comparée entre ce qui se vit ici au Québec et dans le pays d'origine de notre élève. Et voilà, ça viendrait justement clore cette partie sur le français de transition. Donc, on va vous présenter maintenant une plateforme de suivi des élèves adultes. C'est un sujet complètement différent du français de transition. C'est une plateforme qui a été développée à l'interne au CSSDM et l'idée, c'est vraiment de faciliter et d'améliorer le suivi qui est fait des adultes qui sont inscrits dans nos centres FP-FGA, tant en ce qui concerne l'accueil, l'accompagnement que leur suivi. Donc, je vous fais une petite mise en contexte. Pourquoi en sommes-nous arrivés à développer une plateforme de suivi des élèves adultes? Dans un premier temps, il faut savoir qu'en 2020-2021, le CSSDM a reçu la visite, je vais le dire comme ça, du VGQ. Et suite à la visite du VGQ, il y a un rapport qui a été publié. Et dans le rapport en question, il était mentionné que le CSSDM devait trouver une façon d'avoir un suivi plus rigoureux des élèves adultes
de son centre de service. De plus, il était mentionné dans le rapport qu'il était important d'avoir des données qui permettaient de faire le suivi des élèves, notamment pour le comité de répartition des ressources. Donc, c'est avec cette idée-là en tête que des travaux ont débuté afin de mettre en place une plateforme qui permettait le suivi des élèves et qui permettait de dégager des données sur nos élèves adultes. Donc, tout ça nous a mené à réfléchir à un processus d'accueil, d'accompagnement et de suivi des élèves que Véronique va vous présenter. Merci, Francis. En fait, oui, c'est un processus qu'on utilisait dans l'accompagnement de nos centres, tant en formation professionnelle qu'en formation générale adulte et francisation. J'attire votre attention sur le petit icône d'ordinateur. En fait, cette icône-là nous indique que la plateforme soutient cette étape du processus. Donc, évidemment, le processus d'accueil, d'accompagnement et de suivi des élèves qu'on propose peut être adapté localement selon les ressources disponibles des centres et les besoins de leur clientèle, mais essentiellement, il comporte une étape d'accueil où tous les élèves complètent un questionnaire. On va voir plus loin là, de quelle façon la plateforme soutient cette action-là. Ensuite, il y a une période évidemment d'observation où l'enseignant va mettre en place des interventions. Il peut consigner et communiquer de l'information en lien avec ses observations ou les interventions qu'il va mettre en place. Et ensuite, si l'enseignant constate que ces interventions universelles ou ciblées sont insuffisantes pour répondre aux besoins de ses élèves, il peut alors interpeller l'équipe de son centre, toujours selon les ressources disponibles, pour qu'il y ait une analyse concertée. Encore là, il y a une icône d'ordinateur parce que la plateforme a des fonctionnalités qui soutiennent cette étape-là. Ensuite, l'analyse concertée peut ou ne pas mener à l'élaboration d'un plan d'aide à l'apprentissage. C'est pour ça que la petite flèche là, est pointillée. Ce n'est pas un automatisme en soi. Et ensuite, lorsqu'on fait l'élaboration d'un plan d'aide à l'apprentissage, évidemment, on va en faire un suivi et on va ajuster selon la progression de l'élève. Donc, quand on arrive sur la plateforme, on va maintenant vous parler de la plateforme en tant que telle. On arrive sur une page d'accueil. Donc, toute direction ou membre du personnel qui se branche sur la page d'accueil d'InfoParcours va avoir un visuel qui ressemble un peu à ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est un tableau qui contient les élèves concernés par le membre du personnel qui ouvre la page d'accueil. Je m'explique. Donc, on a donné des accès en fonction des rôles occupés par chaque intervenant dans un centre. Si, par exemple, je suis une direction d'établissement, évidemment, je vais avoir accès à tous les dossiers des élèves du centre. Si je suis un TES et que je suis appelé à intervenir auprès de tous les élèves d'un centre, je vais avoir aussi accès à tous les dossiers d'élèves. Par contre, si je suis enseignant, je vais avoir seulement accès aux enseignants, aux élèves à qui j'enseigne, tout simplement. Je n'aurai pas accès aux autres élèves du centre, bien sûr, pour des raisons de confidentialité. Donc, quand les gens se branchent sur la plateforme, ils vont voir les élèves. On a des filtres pour chacune des colonnes qui nous permettent d'aller sélectionner, par exemple, un élève en écrivant son nom ou en écrivant son numéro de groupe, en cherchant son programme d'études. Ce tableau-là nous permet d'avoir un regard très rapide sur la situation de l'élève. Véronique, oui, merci. Juste rester sur la même page. Donc, d'avoir un regard sur la situation générale de l'élève. Donc, on va retrouver, entre autres, sa date de début de formation. Lorsque c'est déterminé, sa date de fin de formation également. Et on va avoir aussi l'information à savoir, est-ce que l'élève a rempli son questionnaire d'entrée, qu'on appelle le PSPP, pour parcours scolaire personnel et professionnel, un formulaire qui est acheminé aux élèves automatiquement par la plateforme dès le début de leur formation pour retirer de l'information
au sujet de leur parcours scolaire antérieur, de leur parcours professionnel et poser des questions qui peuvent être très utiles également là, quant à la situation de santé si l'élève veut autodéclarer sa situation. Véronique va vous présenter un petit peu plus en détail le questionnaire, la section du questionnaire dont il est question. Il faut savoir que les informations qui se retrouvent sur InfoParcours sont de nature confidentielle. Donc, l'élève est toujours dans une situation de volontariat lorsqu'on lui demande une information par rapport à son parcours et c'est vraiment libre à lui de le déclarer lors de la complétion du questionnaire. Monsieur Lamontagne, j'interromps une petite minute. Est-ce que Oui, Véronique, Madame Ross, pouvez-vous grossir un peu votre présentation? J'ai un petit commentaire de juste oui. Parfait. Des fois, pour la lisibilité de la présentation, c'est peut-être plus facile. Merci. parfait. Excellent. Merci beaucoup. C'est la page d'accueil. Quand le membre du personnel va avoir de l'information au sujet de l'élève, ben, on a remarqué sur la page d'accueil qu'il y a dans la dernière colonne un petit rectangle bleu qui s'appelle dossier. Donc, en cliquant sur le dossier d'un élève, on arrive sur la deuxième page d'InfoParcours, qui est la page dans laquelle on retrouve les informations propres au dossier de l'élève. Donc, bien sûr, on a les informations nominatives qui se retrouvent sur cette page-là, mais on a également en dessous de la photo de l'élève les différentes fonctionnalités de la plateforme. Donc, je vous les mentionne pour voir dans un premier temps ce que la plateforme est capable de faire et par la suite, là, Véronique va donner un petit peu plus de détails par rapport à chacune des fonctionnalités. Donc, pour ce qui est de la première fonctionnalité, information générale, ça nous renseigne sur l'élève. Ce sont les informations que vous voyez présentement à l'écran. La section observation-intervention permet à tout membre du personnel d'un centre d'aller inscrire des observations ou des interventions faites auprès d'un élève sur la plateforme pour qu'elles soient accessibles à un plus grand nombre de gens. La section PSPP, ce sont toutes les réponses données au questionnaire d'accueil de l'élève que l'élève a rempli lui-même au sujet de son parcours scolaire personnel et professionnel. La section portrait de l'élève comporte des informations qui touchent l'élève et des informations qui vont avoir été complétées par les membres du personnel du centre. L'autoportrait de l'élève, c'est vraiment une section où l'élève va faire son propre portrait d'élève. Et la section PAA, dans laquelle on va retrouver le plan d'aide à l'apprentissage s'il y en a un, et le plan d'intervention pour un élève de l'AFP qui a moins de 18 ans. Donc, ça se retrouve dans cette section-là. Si on Ensuite, regarde maintenant oui, chacune c'est des ça, on va, fonctionnalités, je vais exact, laisser la parole à Véronique. on va prendre chacune des étapes, puis je vais pouvoir vous ventiler les fonctionnalités là, que la plateforme permet. Donc, on a mentionné déjà là, l'envoi et réception du courriel qui se fait par la plateforme, l'envoi et réception du questionnaire, le parcours scolaire personnel et professionnel, et non pas Paul Saint-Pierre Plamondon. Ensuite, notification et consultation de données par le personnel désigné. Encore une fois, Francis l'a mentionné, les accès sont choisis en fonction des rôles et mandats de chaque corps d'emploi. Donc, ça, c'est pour l'accueil et les fonctionnalités que permet la plateforme. Ensuite, on arrive à la période d'observation. Il y a une possibilité à même la plateforme. Si vous vous souvenez, dans la page du dossier de l'élève, il y avait un onglet observation, intervention. Donc, la plateforme nous permet de consigner, de communiquer des informations. D'ajouter des commentaires aussi pour préciser la nature des observations. Je fais une petite parenthèse pour vous dire qu'on a choisi des catégories de besoins en lien avec les fonctions exécutives. On a aussi ciblé avec un menu déroulant des manifestations observables, toujours liées à la clientèle
de nos élèves adultes. Donc, si vous questionnez si c'est un copier-coller de quelque chose qui a été fait au secteur jeune, la réponse est non. C'est vraiment adapté pour la clientèle adulte. Et il y a aussi, pour chacune des catégories de besoins, et ça, c'est comme Noël avant l'heure, des propositions d'intervention universelles. Donc, un enseignant qui ferait une observation, choisit une catégorie de besoins, par exemple, attention, concentration, sélectionne une manifestation observable, irait dans la section intervention et aurait une panoplie de propositions d'intervention universelles qu'il pourrait choisir ou en ajouter aussi, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir tout couvert, ce qui peut être couvert, évidemment. Ensuite, il y a une proposition, donc, comme je viens de dire, d'intervention universelle selon chaque catégorie de besoins. Une autre fonctionnalité qui est très intéressante, c'est qu'il y a une possibilité de consulter l'historique de consignation. Donc, moi, si j'ai fait plusieurs entrées pour un élève, bien, je peux aller voir est-ce que j'ai d'autres collègues qui enseignent à cet élève-là qui ont eux aussi consigné des informations. Je peux, quand je consigne une information, notifier les acteurs qui peuvent être concernés par le même élève, leur dire, je tire sur leur manche, puis leur envoyer un courriel via la plateforme en disant, je vous invite à aller consulter le dossier de cet élève-là. Il y a eu un ajout. Et il y a aussi moyen de filtrer si je veux voir que mes observations également. Et donc, voilà, possibilité de notifier les acteurs. Ensuite, pour l'analyse concertée, bien là, on se souviendra que c'est si, par exemple, suite à la période d'observation, un enseignant dit, ben, moi, je pense que ça vaudrait la peine qu'on s'assoie et puis qu'on réfléchisse aux besoins de cet élève-là pour aller un peu plus loin pour le soutenir dans sa progression. Alors, il y a possibilité de téléverser et de consulter des documents à même la plateforme. Et donc, aussi de consulter les éléments qui ont été consignés dans la section observation-intervention. Par la suite, s'il y a élaboration d'un plan d'aide à l'apprentissage, on peut ajouter une rencontre. Donc, la direction qui souhaiterait faire une rencontre avec les acteurs concernés par un élève pourrait ajouter la rencontre, inviter les gens qu'elle juge pertinents pour l'élaboration de ce PAA, de plan d'aide à l'apprentissage. On peut téléverser les PAA, consulter les PA qui sont antérieurs et actuels. Donc, si un élève, par exemple, change de centre, eh bien, les PA qui ont été déjà élaborés dans son dossier vont le suivre aussi s'il reste dans notre centre de service scolaire, évidemment. Et ensuite, ben là, quand on arrive au suivi des élèves, ce qui est intéressant, c'est que la plateforme permet d'avoir une vision d'ensemble des données actuelles et passées. La direction d'établissement peut dégager certains tableaux, ajout de rencontres, comme je disais, et historique des PAA, et consultation des fichiers antérieurs et actuels. Donc, dans le suivi des élèves, c'est des fonctionnalités qui soutiennent vraiment cette étape-là. Un exemple de tableau de bord qu'une direction d'établissement pourrait dégager via la plateforme, ça serait le nombre d'élèves, par exemple, qui ont des mesures d'adaptation dans son centre. C'est un exemple de tableau de bord qu'elle pourrait avoir sous l'œil. Francis, je te laisserai poursuivre si tu veux parler des outils d'accompagnement qu'on a développés pour soutenir nos milieux à utiliser de façon optimale cette plateforme-là. Donc, c'est sûr qu'avec le lancement de la plateforme, on a accompagné nos centres dans l'utilisation de la dite plateforme et on s'est posé des questions à savoir comment peut-on les accompagner le mieux possible. Donc, c'est sûr qu'au centre de service, on a des journées pédagogiques qui sont communes, qu'on appelle les journées pédagogiques institutionnelles. Donc, dans le cadre d'une journée pédagogique institutionnelle, chaque centre a participé à une réflexion afin de déterminer avec les membres de son personnel à quel moment dans le cheminement de l'élève la plateforme pouvait être utilisée. À quel moment peut-on, par exemple, faire des observations, interventions? À quel moment on utilise la plateforme pour faire une analyse concertée concernant un élève, etc. Donc, la journée pédagogique, le contenu a été proposé par les services éducatifs. De plus, pour accompagner les enseignants,
on a présenté une série de capsules vidéo qui portent sur la plateforme et son utilisation. C'est un lien YouTube qu'on pourra vous partager assurément là, dans le clavardage. Donc, on a environ 4 ou 5 capsules vidéo pour un total d'environ 20 minutes. Donc, les voici à l'écran, là, les 5 capsules pour un total là, d'environ entre 20 et 25 minutes qui permettent là, vraiment aux enseignants de naviguer en fonction de chacune des étapes du processus d'accueil, d'accompagnement et de suivi des élèves. Il faut savoir aussi qu'on a donné, bien sûr, de l'accompagnement des équipes centres, donc des ateliers main sur les touches pour aider les équipes centres. Ceci étant dit, la plateforme est quand même très conviviale. Comme vous avez pu le voir, il y a seulement vraiment 2 pages sur lesquelles les gens peuvent naviguer et elle est très simple d'utilisation. Donc, même un nouvel enseignant qui n'a pas nécessairement suivi dans son centre un atelier main sur les touches, ce nouvel enseignant-là peut très bien se débrouiller avec les capsules vidéo pour savoir comment utiliser la plateforme. Si tu me permets, Francis, j'ajouterais aussi l'accompagnement qui a été fait via les tables de concertation avec les directions adjointes, conseillers pédagogiques, qui permettaient aux équipes d'avoir un espace de réflexion sur la façon qu'ils vont implanter et utiliser la plateforme localement dans leur centre. Et c'était vraiment riche parce qu'il y avait des espaces d'échange et de réflexion permettant à ceux qui étaient peut-être un petit peu plus avancés dans l'utilisation de partager leurs bons coups et la façon dont ils avaient procédé pour mobiliser leur équipe. Alors, ça aussi, c'est un autre espace là, qui a été très riche et, je vais dire, payant. Merci. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est une plateforme qui a été implantée en 2024. Donc, on a eu une première phase de développement, mais bien sûr, avec l'utilisation qui a été faite dans les centres, on nous propose plusieurs pistes d'amélioration très intéressantes qui peuvent soutenir vraiment l'élève dans son parcours. Donc, on a des développements futurs qui sont souhaités. On va débuter une deuxième phase de travail avec le secteur des technologies de l'information après les fêtes. Et on se souvient qu'on a derrière l'utilisation d'InfoParcours une idée d'utilisation de données qui est très importante pour nous pour pouvoir justement mieux accompagner les centres et pour permettre aux directions des établissements de savoir comment déployer les services auprès de leurs élèves. Donc, on va être capable à même la plateforme de générer des portraits de groupe précis avec de l'information qui sera utile à l'ensemble du personnel. On veut aussi que plutôt qu'être une plateforme où on peut déposer après avoir téléchargé un PAA, on veut que ce soit à même la plateforme que les centres puissent rédiger un plan d'aide à l'apprentissage ou un pays pour les élèves de moins de 18 ans à l'AFP. Et si tu me permets, Francis, j'ai oublié de le mentionner, puis j'en profiterai à ce moment-ci. Via la plateforme, il y a des canevas qu'on propose aussi. Donc là, présentement, les centres ne sont pas laissés à eux-mêmes dans comment faire un PAA. Il y a des canevas qui sont proposés pour soutenir cette démarche-là, le cas échéant. Donc, on souhaiterait, comme Francis vient de le dire, que ça ne soit plus des documents à téléverser, mais bien une fonctionnalité là, qui s'ajouterait, qui nous permettrait de le compléter directement en ligne via la plateforme. On souhaite tirer davantage de données statistiques socio-démographiques. Actuellement, on a des statistiques qui peuvent être extraites, à savoir le nombre d'observations qui sont faites pour chaque élève, le nombre d'élèves qui ont des PAA dans leur dossier. On a ce genre de données-là, mais on va aller plus loin dans les données qu'on est capable de tirer de la plateforme, notamment en tirant des données socio-démographiques et des données sur les catégories de besoins. Donc, comme l'expliquait Véronique, chaque fois qu'on fait une observation par rapport à un élève, on va l'inscrire dans une catégorie de besoins et cette information-là, elle est très pertinente parce que si un centre
se rend compte, par exemple, qu'il y a plusieurs de ses élèves qui ont des besoins en ce qui a trait à l'organisation du travail, mais ça permet d'orienter là, certaines décisions ou certaines interventions de l'équipe centre. On veut aussi des données statistiques sur les interventions universelles probantes. Donc, comme l'expliquait Véronique, pour chaque intervention, on donne des suggestions. Donc, on spécifie, par exemple, une catégorie de besoins, une manifestation observable chez l'élève. Et il y a des pistes d'intervention qui sont suggérées, qui peuvent être utilisées au besoin. Et certaines pistes d'intervention ont un impact positif chez certains élèves. Donc, on veut tirer davantage de données là-dessus. En gros, c'était la présentation sur notre plateforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment une plateforme qui a été développée au CSSDN. Dans un premier temps, on aurait souhaité qu'on utilise Mosaic pour avoir un module supplémentaire pour pouvoir retrouver sur une même plateforme toute l'information au sujet de l'élève. Toutefois, en parlant avec la GRIX, dans un calendrier rapproché, ce n'était pas possible pour la GRIX d'investir du temps sur ce projet. Donc, c'est la raison pour laquelle la plateforme InfoParcours a été développée à même le Centre de services scolaires de Montréal. Si un autre centre de services souhaite créer un outil comme celui-là, une plateforme comme celle-là, ben nous, ça peut nous faire plaisir de vous faire une présentation plus détaillée de la plateforme, de s'allier aussi à notre secteur DTI pour vous transmettre l'information qui pourrait vous permettre de développer une plateforme semblable pour vos élèves. On est toujours disponible à ce niveau-là. Puis, Francis, j'ajouterais dans la collaboration de ce développement-là, ça a vraiment été une collaboration fort riche et agréable avec les services des technologies et de l'informatique, mais de l'information, mais aussi avec le Bureau des affaires juridiques, parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs enjeux de confidentialité et même au niveau du parcours scolaire personnel et professionnel, qui est le contenu du questionnaire, a fallu valider évidemment quelles questions on pouvait poser, quel type de choix de réponse on devait inclure dans la plateforme. Et dans une deuxième itération, comme Francis mentionnait, on va peut-être aussi réviser ce questionnaire-là pour l'alléger un peu, mais toujours en collaboration, comme je disais, avec le Bureau des affaires juridiques pour s'assurer que son contenu est conforme aux renseignements qu'on peut demander à nos élèves à l'accueil.